Le silence qui régnait dans la salle du conseil de Buckingham Palace n'était pas qu'une simple absence de bruit. C'était un poids palpable, un vide oppressant imprégné d'une odeur de cire ancienne de siècles, de protocole rigide et du parfum suffocant d'un chagrin inexprimé. Le prince William était assis en face de la femme que le fantôme de sa mère n'avait jamais vraiment laissée en paix. Sa posture était un temps attaché, un modèle d'élégance royale, épaules droites, mâchoire serrée, regard fixé sur un point situé à exactement 7 centimètres au-dessus de la table en acajou. Il était entré dans la pièce préparé à une discussion bureaucratique aseptisée. Il ne s'attendait pas à ce que l'homme debout près de la fenêtre brise 25 ans de silence institutionnel d'une seule phrase aussi dévastatrice. Charles Spencer IX et comte Spencer et frère de la regrettée. Diana, princesse de Galles, ne se contenta pas de se lever de son fauteuil. Il révéla au grand jour une vérité que la monarchie avait tenté d'enfouir à grands frais pendant des décennies, grâce à une stratégie de communication élaborée et à des millions de livres sterling. Avant la fin de l'heure, le calme légendaire du futur roi ne se contenta pas de se fissurer, il s'effondra. La reine Camilla resta figée, sous le jugement silencieux du conseil, et la plaie la mieux protégée de l'histoire de la maison de Windsor se rouvrit au grand jour. En bout de table trônait le roi Charles III, un homme qui avait consacré sa vie entière à tenter de combler l'abîme infranchissable entre la femme qu'il aimait et le fils qui lui rappelait sans cesse celle qu'il avait perdue. À ses côtés se trouvait Camilla, dont le parcours de femme la plus détestée de Grande-Bretagne, la reine consort couronnée, devait incarner le triomphe ultime de la persévérance sur le scandale. Mais l'héritage est tenace. On peut changer un titre, polir une couronne, mais on ne peut pas légiférer sur le cœur d'un fils. Le Conseil du Palais, une assemblée clandestine réunissant les plus hauts membres de la famille royale et ses conseillers les plus influents, avait été convoqué pour régler les derniers détails opérationnels d'une fondation caritative liée au prince de Galles. Ce devait être un moment d'unité. Il s'est transformé en une autopsie médico-légale des traumatismes non résolus d'une famille. Charles Spencer avait été invité par courtoisie, un geste symbolique destiné à montrer que les Spencer et les Windsor étaient enfin en paix. On attendait de lui un sourire pour les archives internes et son accord pour la publication de quelques lettres d'enfance. Au lieu de cela, il posa ses deux mains à plat sur la table et tourna son regard directement vers la reine consort. D'une voix dénuée de toute diplomatie, il l'accusa d'avoir laissé la mémoire de Diana être systématiquement édulcorée, remaniée et marginalisée pour préserver sa propre position. Il exigea que le conseil reconnaisse la princesse défunte non comme une lointaine et tragique note de bas de page, mais comme la mère dont l'héritage émotionnel était le seul élément qui maintenait la monarchie moderne en vie. William serra si fort le bord de la table que sa chevalière lui enfonça la peau. Pendant des décennies, il avait été le soldat parfait. Il avait maîtrisé l'art du smugglecoach, du masque de Windsor. Cette expression impénétrable du devoir qui protège l'âme des caméras. Il avait survécu au divorce catastrophique, aux bougies vacillantes des funérailles et à l'intégration lente et douloureuse de Camilla dans la vie de son père. Il l'avait fait pour la couronne. Il l'avait fait pour Charles. Mais tandis que son oncle prenait la parole, le prix de cette loyauté lui apparut au grand jour. Spencer décrivit l'amour de Diana non comme un héritage à célébrer, mais comme un inconvénient dangereux, que la machine du palais traitait comme une fuite toxique qu'il fallait contenir, et où un froid glacial s'abattit sur la pièce. Chaque conseiller principal, chaque cousin royal et chaque secrétaire retint son souffle. Camilla ne broncha pas, mais son regard trahissait une panique viscérale et profonde. Elle répondit qu'elle n'avait jamais cherché à effacer Diana. La réplique de Spencer fut une exécution. Philosophique, nul besoin de supprimer un nom pour effacer une présence. Le silence et le contrôle institutionnel y parviennent. Il sortit alors un dossier scellé des notes internes du palais, des brouillons de discours remaniés et des programmes d'événements. C'était la preuve irréfutable d'une tentative systématique de dissocier l'identité publique de William de l'ombre de sa mère.
Tandis que les documents glissèrent sur la table, quelque chose en le prince de Galles céda enfin. Il ne cria pas. Il ne protesta pas. Il repoussa simplement son lourd fauteuil en chêne, se couvrit le visage de ses mains pendant 4 secondes. D'un silence pesant puis quitta la pièce. Il ne demanda pas la permission. Il ne regarda pas son père. Il laissa le roi d'Angleterre assis dans une pièce imprégnée des vestiges de sa propre histoire. Pour comprendre l'ampleur de cette fracture, il faut se pencher sur la blessure originelle. William n'était pas qu'un prince. Il était un enfant des années 90. 90, qui avait vu la lumière de sa mère s'éteindre sous les coups de l'institution, même qu'il était désormais destiné à diriger. Pendant 25 ans, il s'était interposé entre la famille qui avait élevé Diana, le père qui avait hérité de sa couronne, et la femme qui portait désormais ses bijoux. Chaque camp exigeait une loyauté absolue. Aucun ne comprenait que sa propre loyauté était une denrée rare. Il aimait son père passionnément, mais il aimait sa mère d'un chagrin viscéral et inflexible qu'aucun protocole royal ne saurait atténuer. L'origine de cette explosion particulière résidait dans un projet cher à William, le Centre Diana pour les jeunes familles. Il s'agissait d'une initiative royale destinée à soutenir les enfants confrontés au même traumatisme et au même isolement que lui, après la mort de sa mère. C'était censé être l'hommage ultime, mais quelques semaines avant la réunion du conseil, l'illusion d'unité du palais se brisa. Lors d'une dernière répétition générale, un assistant remit à William un programme remanié, envoyé par le bureau de la reine consort. La mention, inspirée par la vie de Diana, princesse de Galles, avait disparu, remplacée par la formule impersonnelle et institutionnelle, une initiative générale du prince et de la princesse de Galles. Même l'hommage familial que Spencer avait prévu avait été retiré du programme. Lorsque William demanda qui avait autorisé le massacre du programme, on lui répondit que la maison de la reine avait demandé un plus grand équilibre institutionnel. C'était une façon polie de dire que le nom de Diana menaçait encore la légitimité de Camilla. En marge du projet, William aperçut la note manuscrite qui allait le faire craquer. Éviter toute attribution personnelle excessive. Ces 4 mots écrits de la main même de la reine furent l'étincelle. Ils prouvèrent qu'il ne s'agissait pas d'une erreur administrative, mais d'un choix délibéré pour gérer un fantôme. De retour dans la salle du conseil, le roi fixa le dossier que son fils avait refusé d'ouvrir. Charles III était un monarque qui avait survécu en faisant la part des choses entre son cœur et sa couronne. Mais il était désormais confronté à une crise existentielle. S'il défendait son épouse, il perdrait son héritier. S'il soutenait son fils, il humilierait la femme qui l'avait épaulé durant les années les plus sombres de sa vie. Le roi retira ses lunettes, les mains tremblantes, réalisant que le système mis au jour par Spencer dépassait largement le cadre d'une simple cérémonie. Il s'agissait d'une culture de effacement préventif, qui opérait depuis des années, un lent assassinat de la mémoire. Après la première explosion de colère, Camilla retourna dans la chambre le cœur brisé. Elle demanda au roi si des décennies de loyauté n'avaient servi à rien au moment où William avait versé des larmes devant témoins. Charles ne répondit pas. Ce silence fut le jugement le plus cruel qui soit. Il comprit enfin qu'il avait confondu la discipline infligée à son fils avec une forme de guérison. Il avait cru que le silence de William signifiait qu'il allait bien. En réalité, William retenait son souffle depuis 25 ans. Le tournant décisif survint lorsque la princesse de Galles Catherine prit la parole. Elle avait suivi William dans le couloir, mais elle revint seule au bureau du roi. Avec cette force tranquille et inébranlable qui avait fait d'elle le pilier le plus stable de la monarchie moderne, elle confia à Charles que l'embuscade Spencer n'avait pas engendré la douleur, mais l'avait simplement libérée. Elle expliqua que William avait passé sa vie d'adulte à croire que défendre sa mère était une forme de déloyauté envers son père. Le roi, assis dans la pénombre, comprit que le silence de son fils avait été un sacrifice, non une guérison. Agissant avec une clarté soudaine et implacable, le roi Charles III rédigea une résolution relative à l'héritage.
Ce fut une opération chirurgicale. Le document transféré unilatéralement au prince William l'autorité totale sur toutes les commémorations, les projets caritatifs et les archives concernant Diana. La famille Spencer obtint un rôle consultatif permanent. Le bureau de Camilla fut privé de tout droit de modifier, d'altérer ou de rééquilibrer la mémoire de la princesse défunte. Ce document traçait une limite permanente au pouvoir de la reine. Lorsque la nouvelle parvint à Camilla, elle comprit que la bataille était perdue. Assise dans son salon privé, elle retira sa broche royale et ordonna de fermer les portes. Elle avait tenté de préserver son mariage d'une comparaison vouée à l'échec, et ce faisant, elle avait presque détruit la relation entre un père et son fils. La reine consort avait aspiré à un héritage de paix. Elle se retrouvait confrontée à une résolution d'exclusion. À la tombée de la nuit, le palais était divisé en camps invisibles. Aucune annonce publique ne fut faite. La monarchie n'admet jamais de guerre civile. Mais chaque aide, écuyer et secrétaire savait que l'équilibre des pouvoirs avait basculé. Le roi avait choisi son héritier. Il avait choisi l'avenir plutôt que le passé. Il ordonna que tous les courriels, tous les brouillons et toutes les notes concernant Diana soient remises au cabinet du souverain. Il voulait que la vérité soit mise à l'abri avant que la presse ne puisse flairer le scandale. William rencontra son père seul avant l'aube. Pas de discours préparé, pas de conseiller, pas de déclaration figée. Charles servit lui-même le thé, un geste rare de simplicité dans une vie consacrée au service de la couronne. Pour la première fois, le roi ne demanda pas à son fils de faire preuve de stoïcisme. Il lui demanda la vérité. William lui confia qu'il ne souhaitait pas que Camilla soit punie, ni que son père soit humilié. Il voulait simplement avoir le droit d'être le fils de Diana, sans avoir l'impression de commettre un acte de trahison. Il qualifia l'hommage édulcoré de rançon une exigence institutionnelle l'obligeant à renoncer à la mémoire de sa mère pour garantir la paix à la couronne. Le roi présenta ses excuses. Des excuses mûries depuis des décennies. Il admit que son désir de protéger Camilla avait instauré un silence toxique et étouffant. Il avait confondu la retenue inflexible de son fils avec une obligation constitutionnelle. Il montra ensuite à William la version finale de la charte de l'héritage. Il y avait ajouté une clause qui allait changer la monarchie à jamais. Aucune future reine consort n'aurait autorité sur l'héritage commémoratif d'une prédécesseur. C'était une interdiction légale totale concernant la mémoire de Diana. Le public pourtant n'avait pas besoin de consulter les documents pour savoir ce qui s'était passé. Devant les grilles du palais de Kensington, une rose blanche immaculée avait été déposée au pied de la statue de Diana. Elle portait un message manuscrit qui résonna dans tout le pays. Un fils ne devrait jamais avoir besoin d'autorisation pour se souvenir de sa mère. L'image devint virale, devenant le verdict officieux du peuple britannique. La monarchie avait tenté de contrôler la mémoire. La mémoire avait contrôlé la monarchie. Lorsque le Conseil se réunit à nouveau pour sa dernière séance, l'atmosphère avait complètement changé. Charles Spencer se tenait près de la porte, sa mission accomplie. Camilla, assise en face de William, n'était plus protégée par la subtilité des montages habituels de son foyer. Elle s'adressa directement à lui, admettant que sa peur du jugement public l'avait poussée à s'immiscer dans une affaire qui ne la concernait pas. Elle présenta des excuses sincères et sans détour, puis fit glisser le programme original non modifié sur la table. William ne cherchait pas la victoire, mais la paix. Il prit une plume et, devant le roi et le comte Spencer, il raya le titre impersonnel de la société et réécrivit les mots qui lui avaient été volés, inspirés par Diana, princesse de Galles. Il signa d'un trait ferme et décisif. Le roi Charles signa en dessous. Le conseil s'acheva sans fanfare triomphale, mais avec quelque chose de bien plus précieux, la clarté. La vérité digne d'un film commercial de la maison de Windsor fut enfin dévoilée. Honorer la reine n'impliquait pas de rabaisser la princesse. Mais le roi n'exigeait pas de se cacher de sa mère. William quitta la salle au bras de son père, le programme restauré à la main. Il ne dissimulait plus son visage. Le verdict de la monarchie était sans appel. Diana ne serait pas effacée. Camilla ne serait pas anéantie.
Et pour la première fois en 25 ans, le silence pesant et oppressant qui régnait à Buckingham Palace laissa enfin place à une paix relative. La couronne a beau définir le devoir d'un homme, elle ne s'approprierait plus jamais son chagrin. La maison de Windsor avait affronté son fantôme le plus redoutable, et pour une fois, elle n'avait pas détourné le regard. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, et on se retrouve pour une nouvelle plongée au cœur des secrets de la famille la plus célèbre du monde.